ma présentation porte sur comment scaler des WebSockets et ce sera sur un format de how-to. Donc, ce sera un format beaucoup plus court. Euh, Après, c'est un peu normal si vous êtes déjà fatigué, j'imagine. Donc, on va aller très vite. Alors, how to scale WebSockets. Déjà, pour cette présentation, on va parler de WebSocket. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres techniques qui font à peu près ce que WebSocket? Et après, enfin plutôt aller au cœur du sujet qui est comment est-ce qu'on scale des WebSockets. Alors, on sait que dans nos applications d'aujourd'hui, en fait, enfin, on est dans un monde où on veut vraiment du temps réel, on veut beaucoup de choses qui se passent au même moment et on veut être informé de tout. Tout va très vite. Et WebSocket va être un outil en fait, qui va nous permettre de pouvoir créer une connexion bidirectionnelle, d'accord, entre un client web et un serveur web. Et donc, ça va se baser sur du HTTP. Et comme je disais, ce sera une connexion mais en mode de full duplex, c'est-à-dire vraiment dans les deux sens. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que pour utiliser du WebSocket, il faut être à minima en fait sur du HTTP 1.1. Je vais passer au slide on peut essayer de montrer un peu comment est-ce qu'on ouvre une connexion en WebSocket. Alors, le client va se connecter sur le serveur et va faire une demande en disant, OK, écoute, je me connecte sur toi, mais spécialement, ce qui va se passer, c'est que je veux faire une mise à jour de ma connexion pour changer de protocole. Donc, il va lancer sa requête. Le serveur va vérifier un certain nombre de headers et dit, bon, OK, je pense qu'à peu près, ça va, je peux supporter ce que tu me demandes. Je vois que tu me demandes d'upgrader vers du WebSocket. Il n'y a pas de souci, j'accepte ta connexion. Et donc, cette phase-là est ce qu'on appelle le handshake au cours de la connexion, pour créer une connexion WebSocket. Et donc, dès que la connexion est établie, le client et le serveur peuvent, dans les deux sens, alors s'envoyer des messages ou des événements. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que en termes en termes de contenu de message qui est envoyé, c'est binaire. C'est un peu une spécificité à laquelle il faut peut-être faire attention. Parce que on n'est plus en train de faire du vrai HTTP. D'accord? Et pour revenir peut-être au slide précédent, sur un client WebSocket ou même au niveau d'un serveur, il y a quatre primitives importantes, qui est le open, open message error et close. Open, c'est lorsque la connexion est ouverte. Et donc, sur cet événement-là particulier, on pourra créer un hook, autant au niveau du client ou au niveau du serveur, pour faire des actions ou faire des choses. Les messages, c'est quand l'une des parties va envoyer un message, donc que ce soit le client ou que le serveur. Et erreur, c'est quand il y a une erreur et close, ce sera la fermeture de la connexion. Ici, on voit rapidement à quoi ça ressemble en termes d'entête, d'accord, à l'établissement de la connexion. Et donc, sur ce premier, donc, sur la première partie, on voit bien le client qui lance une requête vers le serveur en disant déjà, je veux faire un upgrade de connexion et sur l'upgrade et sur le header upgrade, il va préciser le protocole qui va être utilisé. Et il y aura ensuite un certain nombre de headers qui vont servir pour sécuriser la communication d'une certaine façon. Après, on pourra aussi définir des sous-protocoles qu'on peut utiliser. Puisqu'on est déjà sur un format binaire, on peut échanger tout ce qu'on veut et donc avoir des sous-protocoles à peu près. Et dès que la connexion est établie,
le serveur il va répondre euh, avec une réponse provisoire 101 pour signifier au client, OK, oui, j'accepte bien ce que tu dis et on va changer de protocole, on va faire upgrade de protocole des partiels du WebSocket. En temps, le nonce qui a été défini au départ de la connexion sera réutilisé, donc accepté par tous les deux parties. Et si possible aussi, s'il y a un sous-protocole qui a été défini au départ de la connexion par le client, par exemple, et que le serveur le supporte, il pourra lui dire, OK, je supporte tel sous-protocole que tu veux utiliser pour converser avec moi. Alors, brièvement, c'est ça à peu près comment marche une connexion WebSocket, sans pour autant entrer dans les détails qui pourraient, enfin, qui ne sont pas très utiles pour cette présentation. Alors, quels sont les cas d'utilisation de WebSocket? Donc, comme je l'ai dit, c'est plus pour faire du temps réel. Et donc, ça va par exemple être pour une application de gaming multiplayer, dans le sens où voilà, on a plusieurs joueurs pour un game et chacun a des interactions avec le serveur. Et par exemple, enfin, disons que c'est, comment dire ça, on est sur une carte ou ce genre de choses. Un Conversation, joueur. c'est moi, Pardon? en tout cas, il m'a lâché deux avant que madame elle arrive. Allô? J'entends quelqu'un d'autre là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Vous me recevez ou pas? Oh oui, c'est bon, tu peux Oui, oui, continuer. vas-y. Ouais. D'accord. Donc, je disais, à supposer qu'il y avait par exemple une carte, on a des joueurs qui se déplacent sur une carte, il faut bien que chaque déplacement en fait, soit retransmis aux autres joueurs pour que l'information soit affichée de chaque côté comme cela se doit. Et donc, ça va pouvoir être utilisé par exemple des applications de chat, euh, euh, puisque enfin, on est toujours dans un besoin de temps réel, quoique on peut toujours utiliser d'autres mécanismes qu'on verra dans le slide suivant. Et peut-être pour du live feeding aussi, on peut toujours utiliser du WebSocket. Et donc, alors, en dehors du WebSocket, pour faire du temps réel, c'est vrai qu'on a d'autres mécanismes enfin, on peut utiliser d'autres mécanismes, d'autres outils, si on veut, pour faire ça. Bon, enfin, on peut déjà faire du polling qui n'est pas très, comment dire ça, qui va pas être très robuste déjà parce qu'on va créer beaucoup de connexions. On va peut-être mettre un timer dit toutes les 10 secondes, le client va voir le serveur, créer une nouvelle connexion avec tout ce que ça coûte euh, pour demander une nouvelle information. Déjà, on n'est même plus sur du temps réel, on est sur du semi-temps réel si on veut. Une autre approche, c'est du long polling. Dans cette approche-ci, le client ouvre une connexion vers le serveur. Mais ce qui va se passer ici, c'est que le serveur, au lieu de répondre immédiatement, le client ne va pas répondre, mais va plutôt maintenir la connexion et attendre jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau message ou une information envoyée au client et donc envoyer sa réponse pour terminer la connexion. Et donc, ce que le client devrait faire dans ce cas-ci, c'est ouvrir à nouveau une nouvelle connexion vers le serveur. Et donc, enfin, on crée une illusion comment dire ça, de connexion persistante, si on veut, qui va permettre de pouvoir s'échanger des informations. L'autre façon aussi de faire, c'est du serveur sync event. Bon, on l'appelle aussi event source. Parce que enfin, l'API côté client en général, c'est event source. Et donc, ici, contrairement à l'autre cas, c'est plus, en fait, quand on veut, on va l'utiliser beaucoup plus quand on veut envoyer des informations depuis le serveur vers les clients. Et donc, à la différence de WebSocket, où ici, en fait, on va ouvrir une connexion unidirectionnelle. Le client ouvre la connexion, le serveur lui envoie un header pour lui dire, enfin, parce que ça repose complètement sur du HTTP. Et donc, le serveur, dans sa réponse, va juste répondre avec un header qui est celui de test event stream pour lui dire, écoute, là, on va passer en event stream
et je vais garder une connexion persistante entre nous deux. À chaque fois qu'il y a un truc, je te l'enverrai. Et donc, ça va pouvoir supporter, par exemple, de la reprise de connexion, ce genre de choses, ce qui n'est pas disponible sur du WebSocket. Parce que le WebSocket, dès que la connexion est rompue, il faut que le client, à nouveau, lui-même recrée sa connexion. Et donc, les deux headers principaux, comme je disais, au niveau du serveur SyncEvent, c'est le content type, plutôt le accept qui est test event string, qui c'est une réponse, et le connection type est live pour demander au client de garder, de maintenir la connexion, donc de créer une connexion persistante. Donc, enfin, à peu près, c'est ça les autres techniques pour faire du temps réel, on va dire. À la grande différence, comme je disais, le serveur SyncEvent, ce sera beaucoup plus quand le serveur envoie plus d'informations au client. Et donc, pour en revenir à ce que je disais au début, par exemple, pour du chat, on pourrait l'utiliser parce que quand on regarde bien comment le chat fonctionne, en règle générale, côté client, on envoie moins qu'on en reçoit. Et donc, et comme je disais, donc, côté serveur, on pourrait utiliser du event source pour pusher à chaque fois le nouveau message vers le client. À chaque fois que le client veut envoyer un message, il va ouvrir juste une nouvelle connexion pour envoyer son information. Bon, enfin, sans pour autant faire du WebSocket. Alors, maintenant, pour en venir au cœur de la discussion ce matin, qui est comment scaler un web service. Malheureusement, alors, ici, on a trois clients. Un client 0, un client 1, un client 2. Voilà, chacun ouvre une connexion vers une connexion WebSocket sur un serveur qui le supporte. Et comme je disais au départ, en fait, une connexion WebSocket est maintenue entre un client et un serveur. Et donc, une problématique qu'on aura, c'est que, je vais dire, on a plein d'utilisateurs sur notre application et donc on va vouloir scaler. Et pour scaler, ça veut dire qu'on va créer plein de serveurs. Et donc, en créant plein de serveurs, chaque client aura une connexion sur ce serveur. Après, la difficulté qu'on aura ensuite, c'est comment on va faire parvenir en fait nos messages. Bon, bien sûr, on mettra un autre balanceur devant. J'ai déjà omis de préciser cela. Le vrai sujet qui va se poser, c'est puisque la connexion est entre le client et le serveur, si tous nos trois clients étaient connectés sur un même serveur, il n'y a pas de souci. Dès que le serveur reçoit un message d'un des clients, il pourra toujours le renvoyer aux autres. Je considère qu'on est dans un use case de chat, par exemple. Et donc, comme les connexions sont directement sur ce serveur-là, il n'y a aucun souci. Donc, quand on commence à scale et qu'on met un proxy devant, la connexion étant entre le client et le serveur uniquement, les autres serveurs et les autres clients qui ont des connexions parallèles, comment on fait pour discuter entre eux? Et donc, pour répondre à cette question-là, on va introduire un message queue, si on veut. Ça pourrait être du Redis ou whatever. Qui va me permettre en fait de pouvoir faire échanger des informations côté serveur, de sorte que vu que les connexions WebSocket sont entre les clients et les serveurs, dès qu'il se passe un truc sur un autre des serveurs, il peut le renvoyer sur notre topic. Le second serveur va récupérer l'information et dépendamment du contexte, si la personne, enfin, s'il y a un client particulier qui doit être informé de ce message-là, il pourra le lui envoyer tant que ce client est connecté sur ce serveur en question. Vous pouvez toujours m'arrêter. Je ne sais pas si j'ai essayé de me faire comprendre avec ce slide-là. Mais sinon, on va peut-être passer à la démo. Mais moi, ça ne me dérange pas si vous avez des questions. On peut déjà discuter un peu avant de peut-être passer à la démo sur ce slide. Y a-t-il une question? Sur lequel il n'y a pas encore de questions, donc tu peux continuer. D'accord, très bien. Désolé. Donc, je vais sortir du partage. Alors. Donc, ici, on va faire un test tout bête et tout simple
qui est qu'on a un proxy. On va utiliser un proxy, on va utiliser HA proxy. Donc, dans la configuration est toute simple ici. Et d'ailleurs, à partir du schéma, on le voit bien. Il va juste recevoir, enfin, il va se binder sur le port 80-80 et recevoir des connexions entrantes qui va redispatcher vers des backends. Le tout en HTTP ici. Bien sûr, ce qui est peut-être important ici à regarder en tête, c'est qu'il faut bien que la connexion que lui va ouvrir, en fait, ce proxy-là, soit une connexion qui a un timeout suffisamment grand. Et, euh, et donc, ce qui se passe derrière ici, c'est qu'au niveau de ce proxy, il va créer une sorte de tunnel, en fait, entre lui et les serveurs. Donc, quand le client créera sa connexion, la connexion s'arrête ici, vu que c'est un proxy et qui n'est pas pass-through. Il va recréer une nouvelle connexion de l'autre côté, mais en fait, il va garder une sorte de tunnel qui est assez transparent entre le client et le WebSocket serveur. Donc ici, dans notre configuration à peu près, on est juste en train de lui dire, bon, on met un frontal qui est notre achat aussi, qui va juste rediriger du trafic sur des serveurs. D'accord. Bon, c'est vrai que je n'ai peut-être pas précisé, on va utiliser le Docker Compose pour booter tout ça et donc lancer des conteneurs Docker. Bon, globalement, le Docker Compose se présente comme ceci. Donc, on a le balancer, comme je disais, voilà, qui va utiliser cette configuration pour démarrer. On a quatre serveurs WebSocket, d'accord, à qui on passe juste une variable d'environnement. Après, ça nous sert en fait à savoir le client, en fait, il s'est connecté sur quel serveur, pour voir qu'en fait, en ayant bien des clients connectés sur des serveurs différents, on est en mesure de pouvoir s'échanger des informations. Et bien sûr, notre liste qui nous sert ici de PubSub. L'application en elle-même, c'est juste une petite application Node.js qui ne fait pas grand-chose. Je vais remonter un peu pour qu'on se retrouve. Donc, on a besoin de créer un serveur HTTP, de pouvoir se connecter sur Redis, de la librairie WebSocket. Voilà. Donc, ici, on ne fait que récupérer la variable d'environnement qu'on avait passée tout à l'heure. On va créer ici en fait, on va stocker toutes les connexions qui sont opérées sur le serveur, c'est-à-dire les connexions provenant des clients. Et donc, en temps, on se connecte sur Redis et on souscrit pour pouvoir recevoir des informations sur Redis et je continue. Après, je reviendrai au détail des autres éléments. Donc, tout ça ne concerne que la partie souscription sur Redis. On crée un serveur HTTP, un serveur WebSocket qui a bien sûr besoin du serveur HTTP. Et donc, tout ce qu'on lui dit juste, c'est que sur une nouvelle connexion, bon, tous les mécanismes d'upgrade, on n'entre pas dans ce détail, mais si on veut, on pourrait écrire le code de sorte à expliciter les mécanismes d'upgrade. Mais il le fait pour nous un peu enfin, dans le constructeur par défaut. Et donc, ce qu'on fait globalement ici, c'est qu'on se connecte et on gère la connexion. Et sur la connexion, cette connexion qui est entrante, c'est la connexion d'un des clients, en fait. Voilà. Et là, on est sur le serveur WebSocket en lui-même. Et pour chaque connexion qui entre, on va, comme je l'ai dit, les primitives, ou plutôt les éléments dont on a parlé, close, open, message et autres. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est message. Et donc, pour un message entrant, déjà, on le pour voir. Ensuite, ce qu'on fait, comme je l'ai dit, c'est que ce message qui vient, on va le publier en fait sur le PubSub qu'on a créé avec Redis pour qu'en fait, les autres serveurs puissent le recevoir. Et ce qu'on fait ici à peu près, c'est qu'on a mis un timer de 5 secondes sur lequel
on envoie de l'information au client pour lui dire, bon, voilà, tu t'es connecté sur tel serveur exactement, et on stocke les connexions pour aller réutiliser après. Donc, je pense on va passer on va lancer tout ça pour voir ce que ça donne. Donc, je vais faire mon Docker Compose. Hop. Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai peut-être pas montré le Docker file. Bon, il n'y a rien de spécial dedans. On a juste récupéré le fichier, le fichier serveur. OK, on a récupéré le fichier serveur. Et après, on installe les dépendances tout simplement. On fait un truc super basique sans se prendre la tête. Deux questions. Oui. De Hassan Mustafa, c'est how do you handle or manage slow loris attack on WebSocket? J'avoue sincèrement, je ne sais pas. Je ne connaissais pas Slow Loris Attacks. Okay. Si Hassan a envie de nous en parler, oui, enfin, je suis tout ouvert pour cela. Ok, super. Deuxième question, c'est why Redis pops up instead of value streams to avoid losing messages? Oui. Seconde question encore intéressante. J'avoue que je n'ai pas regardé le Redis Stream pour voir un peu la différence. Et voici, enfin, je voulais juste un mécanisme de base, à vrai dire, qui me permet juste de pouvoir envoyer de l'information vers notre serveur. Maintenant, quant au choix entre PubSub et Stream, franchement, je n'ai pas poussé la réflexion. Non. Okay. Maintenant, si Hassan a aussi envie de nous entretenir sur ça, ce serait vraiment bienvenu. Ok, super. Merci. Hassan. Et bonjour tout le monde. Merci Yazid. Oui. Enfin, Ouais. la première question concernant l'attaque Slow Loris. Slow Loris attack, c'est quand un client malveillant ouvre une connexion TCP et au lieu d'envoyer des messages normaux, il envoie les messages, par exemple, bytes après bytes. Donc, au lieu de dire Hello World, le Hello World, il va l'envoyer sur plusieurs minutes en maintenant une seule connexion ouverte. L'objectif, c'est de faire du denial of service. Oui. Donc, je sais que des serveurs ou des reverse proxy comme Nginx, Traffic et même HA Proxy le gèrent assez bien. Mais quand j'avais vu ta configuration HA Proxy, je sais que c'est juste une Avec configuration de mon démo. timeout très grand. OK. Oui. Je sais que c'est juste une configuration de démo, mais quand on veut aller en production avec HA Proxy, quelles seraient les meilleures façons de contourner les attaques slow loris? Est-ce qu'il faut juste utiliser le timeout ou bien, enfin, les différents timeouts pour les headers, pour le body, pour la connexion, pour les messages, ou bien si tu avais d'autres techniques? Parce que moi, je sais que j'allais Non, faire en fait, simple. Je laisse d'après ta HA Proxy description, s'en je occuper. pense, j'allais juste dire que d'après ta description, et comme toi tu l'as suggéré, je serais resté sur les timeouts, avoir des timeouts beaucoup plus courts et donc forcer les reconnexions au niveau de clients. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce que font la plupart des providers cloud qui supportent du WebSocket. Ils t'obligent en fait à te reconnecter. Ce qui est aussi un autre challenge à gérer côté client en termes de WebSocket. Et pour la deuxième question concernant le Redis PubSub contre ou versus Redis Streams, avec le Redis PubSub, ils sont dans la sémantique delivery at most once. Ça veut dire que Redis va envoyer le message au maximum une seule fois. Donc, si de l'autre côté, la personne n'est pas là ou l'instance n'est pas connectée, ben, ce message est perdu. Alors qu'avec Redis Streams, on sait que le message sera stocké dans Redis jusqu'à ce qu'il soit consommé au moins une fois. OK.
Thanks. Désolé pour les Donc, perturbations. c'est tout aussi intéressant parce qu'on a, en fait, moi j'ai appris et merci beaucoup. Je suppose que les autres aussi pareil. Alors, donc, on va lancer notre petite démo et voir ce que tout ça donne. Donc, je lance mon Docker Compose Hop pour démarrer tout ça. Et on va ouvrir le navigateur. On va ouvrir tout ça. Juste le temps de me mettre à l'aise. Voilà. Et donc, je vais me permettre de copier. En fait, on va ouvrir une connexion. Voilà. Donc là, tout ce qu'on est juste en train de faire, puisqu'on a démarré notre proxy sur le 8080, on est en train d'ouvrir une connexion sur sur ce proxy-là qui derrière va créer son tunnel au niveau des web serveurs qu'on a. Et on a mis un handler pour écouter les messages. Donc, on fait que réafficher, quoi, le truc le plus basique possible. Et donc, normalement, si on se rappelle bien de notre code, il y a dit au bout de 5 secondes, dis-nous sur quel serveur. Donc, voilà, après la connexion. Donc là, ce client est aussi le serveur WebSocket 1. On va faire pareil ici. Donc, on va également ouvrir une nouvelle connexion. Et comme HAProxy fonctionne en mode Robin par défaut, donc il va basculer la seconde requête sur le second serveur. Alors, ce qui explique pourquoi on est sur le web server 2. Voilà. Donc, on est bien dans le setup. On a deux clients qui sont sur des web servers différents. On a bien envie que côté backend, qu'on puisse nous envoyer de l'information. Et donc, ce qu'on va juste faire, tout bête, on va faire... Tu vas bien, désolé, je ne t'ai pas répondu hier. Comment ça va? Donc, je vais recopier rapidement un message. Donc, je dis, hello, je suis client 1. Et peut-être, ce sur quoi je n'ai pas insisté, c'est que là-bas, on fait, enfin, côté serveur, on ne fait que renvoyer systématiquement tout, comment ça s'appelle, tous les messages qu'on reçoit sur le WebSocket. Donc, lui, il est sur le WebSocket 1 et on reçoit du côté WebSocket 2. Voilà. Et je vais faire pareil ici. On va copier ça rapidement. Donc, lui sera le client 2. On change de clavier. Ah. Et donc, de l'autre côté, on a bien qui reçoit bien qu'il a le client 2. Alors qu'ils sont sur des connexions, mais, enfin, ils sont sur des serveurs complètement différents. Donc, on se sert juste d'un PubSub pour faire transiter l'information entre les serveurs. Et peut-être pour revenir au cœur du sujet sur ce qui se passe ici, c'est que voilà, au niveau du message, à chaque fois qu'on reçoit un message, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait que republier l'information. Et donc, en republiant, ça veut dire quoi? Qu'au niveau des autres serveurs, côté Redis, quand ils écoutent, ils reçoivent un message qu'on a bien sûr logué dans notre truc. Et nous, on parcourt, c'est tout bête, hein, c'est assez naïf ce qui a été fait parce que en temps normal, à supposer qu'on est sur un truc de chat
il faut savoir à qui envoyer. Donc, il faut pouvoir créer des discussions et donc savoir dans quel canal envoyer l'information ou pas. Donc là, nous, on fait juste un truc tout bête. Puisqu'on avait stocké les connexions, on ne fait que parcourir les connexions et juste envoyer le message, tout simplement. Donc, à peu près, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est un format how-to, donc c'est vraiment un format court. Et donc, c'est tout pour moi. Ok, merci. Merci beaucoup, Yazid, pour cette présentation. Vous avez des questions ou... Ok, je vois une question de Hassan qui dit, si je veux faire uniquement du chat, je devrais choisir WebSocket ou XMPP? Ah, ça, c'est une très belle question. J'avoue que j'ai pas un grand choix entre les deux. Après, c'est vrai que sur du SMPP, c'est vraiment un protocole qui a été bâti pour ça. J'avoue, je n'ai pas un grand choix entre les deux. J'aurais du mal à peut-être choisir. Par contre, sur un truc, par exemple, sur une application où le client va envoyer beaucoup d'informations, oui, je partirais sur du WebSocket. Par exemple, c'est pas moi, un truc de géologue ou peut-être de course, par exemple, où le coursier doit renvoyer des informations tout le temps sur sa position, ce genre de choses, d'autres informations sur la course en elle-même. Je partirais sur du WebSocket. Mais par contre, sur du chat, originellement, c'est vrai qu'on a, enfin, que XMPP a été, comment dire ça, créé pour ça. Je n'ai pas vraiment de choix. Peut-être que toi, tu as un avis plus prononcé sur la question. Tu nous diras ça. Tout comme toi, je n'ai pas vraiment de préférence. C'est juste que quand, par exemple, je veux faire du chat, j'aimerais bien savoir si mon interlocuteur est online, absent, inactif, occupé. Et ce sont des choses, enfin, la partie gestion de présence, ce que XMPP m'offre gratuitement. Tout à fait. Et si je dois le faire avec WebSocket, je vais peut-être beaucoup utiliser Redis pour garder beaucoup de choses. OK, la dernière fois qu'on a reçu un message, que ce soit de connexion ou un message chat de Mohamed Gay, et dire que si ça date de X secondes ou X minutes, je vais considérer qu'il est absent. Plus longtemps, je vais considérer qu'il est offline. Je vais devoir tout faire moi-même, alors qu'avec XMPP, j'ai à peu près tout. Les rosters pour gérer ma liste de contacts, les salons de chat, et ainsi de suite. Même si avec WebSocket, j'ai la main pour tout faire, pour les fainéants, j'aurais conseillé XMPP. Ils vont beaucoup lire, mais ils vont coder beaucoup moins. Oui, tout à fait. Parce que je vais juste compléter, et tu l'as déjà dit, côté WebSocket, en fait, tu vas devoir décrire un nouveau sous-protocole déjà pour gérer toute la communication. À chaque fois que tu fais un truc, oui, je vais envoyer un message, oui, je vais faire telle chose, oui, une nouvelle connexion, oui, telle chose. C'est à peu près réécrire un sous-protocole. En tout cas, moi, je sais que sur un projet sur lequel on avait travaillé, on utilisait du WebSocket pour du temps réel, mais c'était pour afficher des données sur une carte. Et on avait besoin, par exemple, c'était des compteurs. On avait besoin de voir, OK, quel compteur est en ligne, il n'est pas en ligne, etc. Pour ça, ce qu'on avait fait, c'est, genre, on avait deux canaux. Le premier pour, genre, il fonctionne comme un heartbeat, en fait. Tu vois, chaque seconde ou bien chaque milliseconde, il envoie pour qu'on sait, OK, il est en ligne. S'il n'envoie plus de heartbeats, ça veut dire que, voilà, il n'est pas en ligne, on le déconnecte. Et après, on essaie de voir sur les données qu'il a envoyées, est-ce qu'il y a des problèmes, etc., pour dire qu'il est en panne ou pas. Et l'autre canal va servir à faire transiter, en fait, les données. OK. Donc, ouais, mais c'est vrai que c'est... Après, c'est casse-tête parce que tu vas faire beaucoup de trucs par toi-même si tu fais du WebSocket. Yeah, tout à fait. Super. D'autres questions?
En tout cas, merci beaucoup.